L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast, le 12e si on ne compte pas l'épisode série limitée, je sais pas comment on peut dire ça. Hors série, tout simplement. Hors série, voilà, je ne trouve plus mes mots, ça commence bien. On se retrouve donc après quasiment 2 mois de vacances pour un nouvel épisode de décryptage de l'économie et de la finance avec mon ami Mickaël Vincent. Salut Mickaël. Salut Faskil, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc, comme je l'ai dit, pour un nouvel épisode. On vous rappelle le principe très rapidement, hein. L'Econocast, c'est quoi? C'est un podcast de vulgarisation sur l'économie et la finance. On essaie de vous expliquer un petit peu les mots complexes qu'on entend parfois dans les news notamment et pour lesquels on n'a pas forcément toutes les infos. Alors on avait parlé de maths dans la finance la dernière fois et on va parler cette fois-ci d'un sujet qui moi ne m'inspire absolument rien. C'est un mot que j'entends souvent mais je ne sais absolument pas à quoi ça correspond et donc je suis très très content de t'avoir sous la main Mickaël pour nous expliquer c'est quoi les produits dérivés. Alors on va commencer par une définition scolaire comme d'habitude. Les produits dérivés sont des instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des indices de marché appelés sous-jacents. Déjà là moi je suis perdu. La valeur d'un produit dérivé dépend de celle de son sous-jacent au cours du temps. L'usage de ces produits permet aux investisseurs de se couvrir contre l'évolution défavorable d'un marché ou de spéculer en amplifiant la valorisation du sous-jacent grâce à l'effet de levier. C'est une définition qui vient de capital.fr. Alors, mon petit Mickaël, il va y avoir quelques explications à faire là. Oui, bon, j'ai un peu fait exprès de mettre la définition un peu vénère, mais on va y aller, on va décomposer ça tranquillement. Le produit dérivé au sens premier, finalement, c'est pas très différent de ce qu'on entend par produit dérivé d'une licence. Hein. Par exemple, quand tu achètes des chaussettes Marvel, produit dérivé de la licence Marvel, c'est un peu la même idée. C'est que en finance, tu vas avoir, je dirais, des produits un peu primaires, hein, le cours d'une action, le taux de change entre le dollar et l'euro, des choses comme ça. Et puis tu peux avoir des produits dérivés de ces produits primaires. Ça, c'est peut-être la première chose à comprendre par rapport à ça. Alors, tu vas avoir plusieurs types de produits dérivés, des swaps, des options, des CDS, on y reviendra un petit peu, qui sont des produits vanille, hein, vanille du nom du parfum de glace le plus normie. Hein. C'est des produits finalement dérivés, certes, mais les plus simples, les plus standards, ceux avec les plus gros volumes. C'est comme acheter un t-shirt chez Uniqlo. D'accord. Et puis, tu vas avoir des produits structurés qui sont vraiment des produits sur mesure. Eux, on va les appeler des produits exotiques. Et là, c'est plutôt comme aller se faire un costume sur mesure chez Paul Smith. Donc, l'idée d'un produit dérivé, c'est qu'on va avoir donc un sous-jacent. Donc, le sous-jacent, c'est ce produit primaire, hein, le taux de change, par exemple, ou l'action, ou un baril de pétrole. Et le produit dérivé sera une espèce de contrat dont la contingence aura rapport à ce sous-jacent. Dit autrement, si tu prenais par exemple une assurance voiture, ta voiture c'est ton sous-jacent et le produit dérivé de cette voiture que tu as contracté c'est ton assurance sur cette voiture et donc ce que tu peux gagner de ton contrat d'assurance voiture dépend de ce qui va arriver à ta voiture. Alors pourquoi est-ce que c'est un terme qu'on entend souvent? Parce que c'est un petit peu un des côtés fascinants de la finance. Hein. On a vu dans la définition qu'il y avait le mot effet de levier. Il y a des montants assez énormes, ça on va y revenir un petit peu plus tard, donc de gros volumes. Et puis c'est un mot qui est mentionné assez souvent finalement dans les crises financières parce que les produits dérivés, un peu comme avec l'exemple du contrat d'assurance, impliquent un vendeur et un acheteur et une relation sur le long terme, ou en tout cas sur le terme du contrat, entre l'acheteur et le vendeur de ce contrat. Finalement, c'est un contrat, hein, un produit dérivé. Et donc, comme ça crée comme ça des relations bilatérales entre tous ces acheteurs et ces vendeurs, c'est un vecteur de contagion ou d'aggravation formidable, finalement, ces produits dérivés. Et puis, pourquoi on en parle souvent aussi? CF, l'épisode de la semaine dernière, pas de la semaine dernière du tout d'ailleurs. Non. CF, le dernier épisode au printemps dernier, on a parlé des maths financières. C'est une grosse machine, hein, un gros niveau de sophistication, et donc c'est hautement lié à ces produits dérivés puisque derrière il y a une importance de l'outil mathématique pour évaluer tout ça.
Alors pour simplifier, on va peut-être commencer par un exemple. Oui, donc comme je le disais, on résume souvent les produits dérivés à une espèce de produit d'assurance. Voilà, l'exemple de l'assurance voiture est tout à fait pertinent. Finalement, quand on achète un CDS, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi, mais on va y revenir. Et finalement, les produits dérivés les plus classiques, c'est les options. Et ça marche exactement comme un billet d'avion ou un billet de train quand tu achètes une option. Soit tu décides d'acheter ton billet de train tout de suite au prix tel qu'il est aujourd'hui, ou bien tu prends une option, enfin ça se faisait peut-être un peu plus avant, peut-être un peu moins aujourd'hui, tu pouvais poser une option sur ton billet de train qui te permettait de bloquer le prix du billet de train jusqu'à ce que tu décides de l'acheter, et tu pouvais faire éventuellement une plus-value ou une moins-value selon l'évolution du billet de train. Ça marche exactement de la même manière en fait. Bon, prenons un exemple peut-être un peu plus complexe, allons-y étape par étape. Donc, imaginons une chef d'entreprise dont le business, comme beaucoup de business, dépend énormément du cours du kilowattheure d'électricité. On aurait pu aussi parler d'une entreprise qui fait de l'export et dont le business dépend du taux de change, comme le yen par exemple. Bon, ça marche pareil. Donc l'idée c'est que dans mon exemple, le kilowattheure d'électricité, c'est mon sous-jacent. Okay. Donc j'ai mon business ou cette chef d'entreprise a son business qui dépend beaucoup finalement du prix de l'électricité et elle doit acheter du carburant, donc du kilowattheure. Elle peut décider de faire une transaction spot, c'est de dire spot, c'est-à-dire une transaction tout de suite aujourd'hui au prix du marché. Et donc, elle va aller voir son fournisseur d'énergie. Son fournisseur d'énergie va lui dire, le prix du kilowattheure, c'est X, Y ou Z. Elle va payer ça, elle va récupérer son kilowattheure, sa consommation. C'est la transaction spot. Mais on pourrait faire autre chose, et c'est là que commence un peu à s'intégrer la logique du produit dérivé. Je pourrais décider de faire ce qu'on appelle une transaction future. Et c'est de dire que j'achète mon kilowattheure aujourd'hui, pour les mauvais jours, pour livraison par exemple dans un an. Et ça, je vais pouvoir l'acheter au prix estimé, qui est le prix futur, qui est aussi un prix de marché, qui est aussi coté, mais qui prend un petit peu en considération les prévisions de ce que pourrait être le prix plus tard. Donc ça, c'est une transaction finalement future. Et c'est déjà un peu un produit dérivé parce que j'ai bloqué mon prix aujourd'hui, et donc derrière, j'ai transféré finalement le risque de changement du prix au vendeur du produit dérivé, au vendeur de ce futur. Et donc j'ai fait le pari aujourd'hui que ça avait peut-être le coup d'acheter un produit futur en me disant que le prix du kilowattheure allait encore augmenter dans le futur. Si c'est le cas, j'aurais fait donc une plus-value avec cette petite transaction financière. Et si à l'inverse, le prix du kilowattheure a diminué, là j'aurais fait une perte. Donc il y a cette question de pari. Et de la même manière pour le vendeur de ce futur, il y a effectivement une prise de risque. En fait, j'ai transféré mon risque et j'ai pu bloquer mon prix aujourd'hui. Et vient peut-être encore un nouveau degré de sophistication. C'est pour ça que je parlais aussi de produits vanille, de produits structurés, de produits plus complexes et produits exotiques. C'est qu'on peut avoir du coup une option d'achat. Donc là, on revient un peu à l'exemple du billet de train. C'est de dire, je ne bloque pas le prix d'achat pour dans un an. Je m'achète une option d'achat qui me fait dire que dans un an, je pourrais acheter mon kilowattheure à prix déterminé aujourd'hui. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une option. Comme son nom l'indique au sens premier du terme. Et donc, dans un an, une fois arrivé à terme, si sur le marché il est moins cher d'acheter un kilowattheure spot, j'exerce pas mon option, j'achète mon kilowattheure au spot. Et puis sinon, je vais devoir, sinon j'exerce mon option qui va me coûter quelques pourcents du prix du sous-jacent. Et dans ce cas-là, j'aurais fait un gain. Alors ça, c'est pour l'usage théorique. En pratique, comment ça se passe? Voilà, donc l'usage théorique, c'est vraiment l'idée d'une assurance sur un produit sous-jacent, le fait de déléguer son risque, son incertitude au vendeur du produit dérivé, en général une grosse banque ou un gros fonds. Donc l'usage théorique, c'est de l'assurance. Dans la pratique aussi un peu, mais pas que. C'est-à-dire que je me rends compte déjà qu'au niveau théorique, on sent qu'il y a des potentiels abus. Donc effectivement, je me doute qu'en pratique, ça doit aussi être bien exploité. Oui, et c'est là que un autre mot de ta définition va intervenir, c'est l'effet de levier. Est-ce que tu avais déjà entendu ce terme? Alors j'ai déjà entendu le terme, mais en revanche, j'ai une vague idée de ce que ça veut dire, en tout cas au niveau de la finance. Là, si j'avais bien fait mon boulot, j'aurais eu la citation de donnez-moi un levier et je pourrais soulever le monde. C'est un peu la même idée. Effectivement, donc si on se remet dans la situation de ma chef d'entreprise ou même de ma petite personne, imaginons que cette fois-ci que j'ai besoin d'un baril de pétrole. J'achète un baril de pétrole aujourd'hui à $100 parce que je fais le pari que dans 6 mois il va coûter $120 et que peut-être que je pourrais le revendre dans un an à $120. Si j'ai raison, j'aurais gagné $20. J'aurais gagné $20, mais sur un investissement de $100. Oui. Donc finalement, mon levier, là, il est de 0,2%. Si maintenant, à la place d'acheter ce baril à $100,
j'achète une option d'achat du baril à $100. Et cette option d'achat, elle va me coûter qu'un pourcentage du prix initial, en général entre 0 et $20. Donc disons, pour simplifier, que cette option me coûte 10 balles. Si la même prédiction se réalise, c'est-à-dire que le baril vaut $120 dans 6 mois, bah, j'aurais gagné aussi 20 balles. Sauf que ma mise de départ, c'était que $10 et pas $100. Le risque est quand même mitigé. Voilà. Et donc là, mon levier, il est de 200%. J'ai investi 10 balles et je peux potentiellement gagner 20 balles. Ok, donc ça c'est l'effet levier, maintenant j'ai compris, je sais ce que c'est. Alors du coup on pratique. Et donc en pratique, si avec un produit financier finalement assez standard, une option d'achat, je peux avoir un effet de levier qui est 10 fois ou 100 fois supérieur au fait d'acheter le produit primaire, le produit spot, bah tu t'en doutes, ce genre de petite manip, ça va surtout être utilisé pour la spéculation et beaucoup moins pour le produit d'assurance. Peut-être que l'exemple le plus connu de cette histoire, c'est évidemment la crise des subprimes. On aura l'occasion d'en reparler. J'y pensais, oui. J'imagine aussi que beaucoup d'entre vous ont vu The Big Short. Si ce n'est pas le cas, arrêtez tout de suite et allez le regarder. Mais ce qu'explique bien The Big Short, c'est qu'il y a aussi une espèce de fuite en avant dans la sophistication de ces produits dérivés. Donc on va avoir un prêt immobilier qui est finalement le produit primaire. Puis on va avoir des options sur ces prêts immobiliers, une manière de les repackager. Et puis quand il y avait plus assez d'options sur ces produits immobiliers, il y allait avoir des options synthétiques et des options au carré sur ces produits spot, sur ces prêts immobiliers. Et en fait, l'idée, pour te dire à quel point ça s'est déconnecté un petit peu de la réalité, à cause de cet effet de levier, etc., c'est que pour 1 euro investi dans l'immobilier, donc 1 euro investi sur un prêt immobilier qui existe vraiment, le volume équivalent des produits dérivés sur ce prêt immobilier pouvait aller jusqu'à 20 fois plus. Donc, pour 1 euro investi dans l'immobilier, tu pouvais avoir jusqu'à 20 euros investis dans des produits dérivés liés à ces contrats-là. Donc, c'est très bien expliqué dans The Big Short, mais c'est là où tu commences à voir un petit peu le souci, c'est que c'est déconnecté aussi finalement d'une réalité un peu physique. Si je reprends mon exemple de mon assurance voiture, c'est un petit peu comme si j'avais non seulement pu assurer la voiture du voisin au lieu d'assurer ma propre voiture en espérant que la voiture du voisin pète pour toucher la prime de risque, mais en plus de ça, c'est comme si j'avais pu souscrire 20 fois l'assurance. Alors tu parlais justement de Big Short. Big Short, c'est quand même un truc assez récent. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Si la crise des subprimes, c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un sujet que tu maîtrises quand même plutôt pas mal. Donc on peut envisager de faire un petit épisode spécial où on vous explique un peu ce qui s'est passé fondamentalement. Je sais pas ce que t'en penses, Mickaël, mais Si, notez que j'y suis pour rien, ceci dit. Donc on parlait de Big Short. De Big Short, ça traite d'un événement qui est quand même relativement récent. Mais du coup, est-ce que la pratique autour de ces produits dérivés est aussi une pratique récente? Ah, c'est mon moment préféré de l'Iconocast. On va faire un petit peu d'histoire. Eh ben non, les premiers exemples de ce genre de manip, d'effets levier, de produits dérivés quelque part, même si c'était un peu archaïque, on les retrouve dans l'Antiquité. Finalement, le marché assurantiel, quelque part, le marché débute vraiment avec l'agriculture, où on essayait de vendre à l'avance le fruit de la récolte. Ça se comprend bien. Et donc le premier exemple de produit dérivé, un contrat à terme, remonte à la Grèce antique. Et finalement le premier exemple de spéculation avec ce produit dérivé revient au penseur et mathématicien Thalès, celui-là même qui a donné son nom au fameux théorème sur les rapports de longueur dans un triangle coupé par une droite parallèle à l'un de ses côtés, pour celles et ceux bien sûr qui auraient oublié leur cours de 4e. Blague à part, en fait donc Thalès, le penseur et mathématicien, vivait un peu d'amour et d'eau fraîche, je simplifie, mais du coup était assez mal vu dans la société parce que il roulait pas sur l'or. Et donc finalement, il a mis ses moyens cognitifs dans une petite manip, une petite spéculation lucrative pour justement avoir un peu de crédit de ses pairs et de s'enrichir un petit peu. Et donc il a prédit grâce finalement à ses connaissances d'astronomie le fait qu'il allait avoir une très très bonne récolte d'olives dans 6 mois. Et il a acheté spot la plupart des pressoirs pour faire de l'huile d'olive, un peu hors saison, un moment où les gens se disaient on peut lui laisser à pas cher. Et puis le jour où tout le monde voulait avoir un pressoir grâce à la bonne récolte, Thalès s'est vachement enrichi. Mais on mettra dans les recommandations d'ailleurs la référence si vous voulez aller lire ce petit épisode raconté par Aristote bien sûr sur Thalès.
Mais donc du coup, même si ça date pas d'hier, à l'époque, ça n'avait quand même pas grand-chose à voir avec un système d'assurance, ou alors j'ai loupé un truc. Non, là c'est vrai que c'est un peu l'anecdote, c'est-à-dire que l'usage de la vente à terme a évidemment des vertus d'assurance, mais c'est selon comment on utilise l'outil. Et effectivement, là l'exemple de Thalès par Aristote est l'exemple d'un usage qui n'était pas tant pour des fins d'assurance, mais des fins de spéculation pure et dure. Donc l'usage a été perverti très vite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on estime la part des produits dérivés utilisés pour la spéculation selon le sous-jacent, selon la classe d'actifs qu'on regarde, selon le type de produit. Mais en gros, le volume des produits dérivés, selon la catégorie qui est utilisée pour spéculer, va entre 50 et 90% du total des volumes. Donc on est surtout sur de la spéculation, mais quand même un peu sur de l'assurantiel. Bon, mais du coup, c'est pas si sophistiqué que ça finalement. Alors non, c'est vrai, la base elle est assez simple, hein, un contrat à terme, une option d'achat, ça existe finalement depuis que le monde est monde. Mais le boom de l'usage de ces produits finalement arrive d'une part avec la fin des accords de Bretton Woods. Pourquoi en particulier? Parce que ça on pourra d'ailleurs aussi en faire un épisode là-dessus si ça vous intéresse. C'est que la fin des accords de Bretton Woods prévoit en particulier la mise en place d'un régime de taux de change flottant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Bretton Woods, jusqu'aux années 70, était en place, il y avait des taux fixes entre le franc et le dollar, entre la livre sterling et le dollar, et d'ailleurs, ce dollar était convertible en or, en étalon or. La fin des accords de Bretton Woods signifie la fin de tout ça, et donc on part du principe que il y a plus de taux de change fixe entre les grandes monnaies. Le FMI était chargé de superviser ça, mais voilà, maintenant la monnaie devient une marchandise comme les autres, dans le grand mouvement finalement de cette croyance en l'efficience du marché. On considère que la monnaie est une marchandise comme les autres, et que finalement cette discipline de marché va permettre un petit peu de récompenser les bons élèves budgétaires et de punir les moins bons élèves. Donc c'était vraiment cette logique-là. Donc évidemment, à partir du moment où on passe sur les monnaies elles-mêmes d'un taux de change, d'un système de taux de change fixe à un système de taux de change flottant, eh ben on a un besoin d'assurance. Et donc le marché des produits dérivés sur les taux de change va exploser à ce moment-là. Et puis évidemment, comme on l'a mentionné, je crois déjà dans l'épisode précédent, les progrès technologiques et mathématiques ont permis aussi, aussi bien l'usage de l'informatique que la possibilité de développer comme ça ces formules complexes a pu permettre l'explosion finalement de l'usage des produits dérivés. C'est des produits qui existaient déjà depuis longtemps, mais qui ont vraiment pu être popularisés grâce à tout ça. Et puis d'ailleurs dans la popularisation de l'usage de ces contrats plus récentes, on peut aussi mentionner l'ISDA. L'ISDA, donc c'est une association finalement de banques qui a créé des templates, qui a permis aussi une standardisation de ces contrats. En l'occurrence plutôt des contrats vanille, hein, les contrats finalement prêt à porter, ce qui a permis de les échanger à un rythme effréné. Et pour illustrer ce rythme effréné, je vais vous laisser peut-être avec un chiffre. Il faut savoir que en Europe en 2018, il y en avait pour 660 trillions, hein, donc 660 000 milliards d'euros de produits dérivés. Okay. Hein, c'est 7 fois le PIB mondial. C'est 1 à 2 fois la richesse mondiale. Je reprécise, le PIB est un flux, c'est la richesse faite sur une année. La richesse mondiale, elle, étant le stock finalement de richesse. Donc ça illustre finalement ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec l'exemple des produits dérivés pendant la crise des subprimes sur l'immobilier, c'est que le lien entre le sous-jacent finalement réel et le marché des dérivés avait un rapport, pouvait aller jusqu'à de 1 à 20, mais que si je fais la moyenne de tous les produits dérivés, etc., en valeur notionnelle, on a 7 fois le PIB mondial ou 1 à 2 fois la richesse mondiale quand même. Donc Et par ailleurs, je vous mettrai dans les recos une illustration de tout ça, de comparaison avec la masse monétaire, les différents marchés, le PIB, et vous allez voir que la taille du marché des dérivés est assez impressionnante. Alors il y a un mot dont on n'a plus du tout parlé en fait, mais j'ai l'impression qu'il est quand même important, c'est celui de contagion. Oui, alors la contagion, la certitude, comme on l'a dit déjà, avant d'aller jusqu'à la contagion, l'idée quand même derrière un produit dérivé, c'est de transférer son risque. Donc le vendeur du produit dérivé prend le risque de l'acheteur. Encore une fois, cette logique d'assurance. Sauf que quand l'événement sous-jacent arrive, ou quand arrive le terme du contrat, il faut payer. Mais comme on l'a vu, certains produits dérivés
peuvent représenter jusqu'à 20 fois le marché sous-jacent qu'ils représentent. Surprise. Spoiler alert, à la fin, j'ai plus de quoi de payer et j'ai des problèmes de défaut de paiement. Et donc, beaucoup de crises financières mondiales ont dans leurs facteurs aggravants ou parfois même dans leur origine un produit dérivé qui a pas pu arriver à son terme parce que la contrepartie avait pas de quoi payer en face. Donc c'est en ça que ces produits dérivés sont des vecteurs de contagion assez importants. On ne sait pas forcément qui détient quoi à un moment T parce que c'est des relations bilatérales entre un acheteur et un vendeur. Et pour donner et comme il y a cet effet levier, quand il faut payer ou quand on a fait un mauvais pari, certes quand on a fait un bon pari, l'effet levier est en votre faveur, mais quand c'est pas le cas, l'effet levier peut démultiplier vos pertes en fait. C'est vraiment cet effet-là qui va du coup dans les deux sens. Et peut-être pour vous donner un exemple, plutôt un exemple à chercher de votre côté, je laisse cette lecture à votre sagacité. Tu te souviens on a parlé de SVB peu de temps après SVB, il y a eu Crédit Suisse. Crédit Suisse, c'est un petit peu le vilain, c'était un petit peu le vilain canard de l'Europe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait un événement financier, quelqu'un toussait, tout le monde regardait vers Crédit Suisse. En fait, il faut savoir que Crédit Suisse a eu déjà un near-death event, est passé proche de la mort déjà en 2021 lors de la chute d'un fonds qui s'appelle Archegos et qui avait une exposition énorme sur des produits dérivés très leveragés, enfin avec un gros levier. Et c'était Crédit Suisse qui était en face. Et Crédit Suisse s'est pris une perte de 5 milliards à ce moment-là et a déjà failli crever à ce moment-là. Un des nombreux exemples d'ailleurs d'événements où Crédit Suisse a failli y passer. Mais une fois encore dans les recommandations, je vous mettrai un petit peu le post-mortem de cette histoire Archegos Crédit Suisse qui implique du coup de la contagion par produits dérivés et qui est assez intéressante. On va quand même essayer de finir sur une note positive, non ? Essayons, en tout cas, on peut regarder en tout cas du côté de la régulation, parce que vous vous doutez bien que s'il y a des problèmes comme ça, d'effets de levier, de gens qui peuvent pas payer, etc., on ne sait pas identifier qui détient quoi. Suite notamment à la crise des subprimes, l'agenda de régulation s'est renforcé. Je mentionnerai un truc qu'on avait mentionné très rapidement dans l'épisode sur la régulation financière, justement. C'est un des gros changements structurels de marché depuis la crise des subprimes qui a mis un peu de temps à arriver. C'est ce qu'on appelle la régulation EMIR pour European Market Infrastructure Regulation, qui en fait, quand tu as un contrat à terme comme ça qui fait que visiblement dans 6 mois tu vas peut-être potentiellement gagner 20 euros, tu vois quand même au jour le jour si ta prédiction est en train de se réaliser, si tu t'y approches de plus en plus ou si tu t'en éloignes de plus en plus. Et donc ce qu'apporte notamment cette régulation, c'est le fait de devoir réaliser ses pertes et ses gains au jour le jour plutôt qu'à terme. Donc ça permet d'anticiper un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle les fameux appels de marge. Donc ça, il y a quand même un renforcement de la régulation qui fait que ces événements-là sont moins probables. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait. Et puis, je vais vous laisser avec une dernière anecdote. Depuis 2022, en Europe, les grandes banques européennes doivent prévoir une sortie de ces activités, de sortir des activités de trading et de produits dérivés, littéralement, prévoir justement un plan de secours au cas où il y aurait ce genre de problème. Ce qu'on appelle du solvent wind down. Voilà, j'espère qu'on vous en aura appris un petit peu plus sur les produits dérivés. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. On va bien évidemment vous filer plein de recommandations de lecture dans le billet qui accompagne ce podcast. Et tu voulais faire un petit peu d'auto-promo au passage. Donc, tu voulais nous parler d'un nouveau projet sur auquel tu collabores. Oui, absolument. Écoute, c'est l'occasion, c'est la rentrée. Donc, il y a des nouvelles à annoncer. Donc, pour toutes les amatrices et tous les amateurs de l'Econocast, il va y avoir une petite BD de vulgarisation éco, mais non sans humour, en collaboration avec l'ami Piette, qui est dessinateur, et qui devrait passer à partir d'octobre chez Matin Quel Journal, donc qui est un compte Instagram de chez Dargo qui propose comme ça tous les matins des petits strips, et j'aurai donc le plaisir d'être le scénariste d'une petite série de BD sur la vulgarisation économique. Voilà, donc je pense que pour le public de l'Econocast, c'est pas mal. Voilà, on vous linkera bien évidemment tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast.
Et c'est la fin de ce 12e épisode de l'Econocast. On espère qu'on aura bien fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les forums de Geekzone pour venir nous les poser. Et puis si vous avez des recommandations ou des idées de sujets qu'on pourrait traiter, on avait parlé peut-être de faire un hors-série sur la crise des subprimes, on va y réfléchir. S'il y a des points de finance ou d'économie que vous voulez qu'on éclaircisse un petit peu, n'hésitez pas à nous le demander. Et puis nous on se retrouve, si tout va bien, le mois prochain, Mickaël. Merci à toi, merci à tous et bonne rentrée. Ciao. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Les Clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'1 heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theory crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted.